Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue à cette tranche vespérale Kinshasa Direct. Nous allons parler de mandat présidentiel. Faudra-t-il réviser ou changer la Constitution? Les débats est déjà lancé, où les constitutionnalistes, les juristes sont partagés et aussi les politiques. Nous allons en parler avec Arlette Odia, qui sera de notre, et aussi la détention de François Beya dans les cachots de l'ANER. Le collectif Free François Beya monte au créneau pour dénoncer les conditions de sa détention. Nous allons en parler, ça sera tout de suite. Mais bien avant cela, nous avons Bédine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédine. Merci, les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Les Saint-Pères séjournera à Kinshasa en début du mois de juillet prochain. L'annonce a été officialisée ce jeudi au cours d'un point de presse avec le chef du gouvernement et le cardinal Fridolin Ambongo. L'artiste Grand P affirme ne pas être venu à Kinshasa pour sensibiliser sur le programme Kin Bopeto du gouverneur de la ville. Une mise au point faite ce jeudi en conférence de presse après un tollé général constaté dans l'opinion depuis son arrivée en République démocratique du Congo. Dans l'actualité panafricaine au Burkina Faso, le procès Sankara a été suspendu après que la défense ait révélé à la Cour avoir déposé une requête auprès du Conseil constitutionnel. Le juge a suspendu donc les audiences jusqu'au jugement du Conseil constitutionnel. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition du soir avec Gloria Mbouya. Dans un instant, retrouvez Jean-David Kilolo pour la suite des Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Merci à toi, Bédine Kenge, pour cette livraison d'informations. Tout de suite, on va parler de changement de la Constitution avec Arlette Odia. Tout de suite. Félix Tshisekedi, 3 ans de gouvernance en République démocratique du Congo. Quel bilan économique? Jean-Tini Ngobila. Quelle réalisation à la tête de Kinshasa? Jean-Marie Kassamba reçoit en exclusivité le professeur Godempoy, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ce jeudi, à 20h sur Télé 50, en direct. Ne manquez surtout pas. Vous souhaitez recevoir Télé 50 partout et avec vous. Alors, l'ensemble de nos programmes en VOD déjà disponibles. Toute l'actualité sur notre site web www.tele50.cd. Retrouvez vos émissions, des rencontres et entretiens inédits sur YouTube Mwanamboka Congo. Télé 50 met à votre disposition son programme en ligne à suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Alors, sur votre mobile, suivez toute l'actualité avec Télé 50. Télé 50, partout et avec vous. Le débat est déjà lancé sous la toile, sur les ondes, dans des réunions, dans des conférences sur l'opportunité de réviser ou de changer l'actuelle constitution. Une constitution qui a fait pratiquement 16 ans, un cadeau de Joseph Kabila Kabange à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, certaines personnes veulent à tout prix changer cette constitution. Nous allons parler avec Madame Arlette Odia. Bienvenue. Voilà, vous êt des CEDUC? Le collectif pour le développement et l'unité du Congo. Voilà, et effectivement. Alors, il y a ces débats qui est déjà lancé sous la toile. Vous n'allez pas certainement, vous désengager par rapport à ça. Vous êtes aussi juriste sur la révision constitutionnelle. Pendant cette période, il y a ceux qui demandent à ce que la Constitution soit changée pour passer de la 3e à la 4e République, et en plus que les mandats du chef de l'État soient rallongés de 7 ans. Votre avis?
Merci de votre invitation. À ce jour, les voix s'élèvent par rapport à ce débat que vous dites de la révision constitutionnelle. Il y en a d'autres qui proposent des simples révisions pour des articles qui sont aujourd'hui en inadéquation avec la vie des Congolais. Il y a d'autres qui vont au-delà jusqu'à dire que cette constitution devrait être changée et qu'arrive la 4e République. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, il y a aussi des constitutionnalistes qui estiment que la constitution de la RDC est l'une des meilleures que compte l'Afrique. On les a entendus lors de leurs différents ateliers au moment où cette constitution totalisait 15 ans et même cette année quand la constitution a totalisé 16 ans. Mais non, il est question que les débats soient apportés dans le cadre formel. Il faut que le peuple s'exprime. Et quand est-ce que et comment le peuple s'exprime? C'est au travers des structures. D'une part, les structures politiques et de l'autre, des structures sociales. Et à ce jour, nous pensons que même si certaines motivations justifient la raison de la modification de cette constitution, mais les formalités qui doivent être respectées ne permettent pas la révision constitutionnelle. Les formalités, lesquelles? Absolument. Nous pensons que la constitution ne peut être révisée que lorsque les formats politiques est régulier et qu'ils permettent des débats au sein des structures politiques. Mais nous sommes dans un format politique régulier. Qu'est-ce qui empêcherait cette révision ou ce changement constitutionnel? Je vous contredis. On n'est pas dans un format politique régulier. Comment ça? Les débats sur la révision constitutionnelle se passent au sein des partis politiques. Et vous savez qu'à ce jour, dans notre pays, la gouvernance a détruit les partis politiques. Comment pouvez-vous imaginer que le PPRD, par exemple, engage un débat au sujet de la révision constitutionnelle quand il compte en son sein des députés qui, pour les uns, sont dans l'opposition et d'autres au sein de la majorité? C'est la démocratie. Je suis d'accord que ce soit la démocratie, mais pas une démocratie légale. C'est pas une démocratie légale. Non. C'est quelle démocratie Celle alors? que nous voyons là, c'est une démocratie telle que les gens veulent la présenter. Mais à vrai dire, nous savons que dans notre pays, il y a des lois qui organisent la vie de la nation, qui organisent la vie des partis politiques et que, en ce moment, les partis politiques ne sont pas en forme pour engager des débats au sujet de la révision constitutionnelle. C'est là notre réserve, même si, comme je venais de le dire, qu'il est logique, qu'il est acceptable que certains compatriotes proposent que la Constitution soit révisée. J'ai entendu des gens noter, par exemple, la question de la nationalité, parce que comme vous le savez, avec notre Constitution, la nationalité congolaise, elle est une exclusive. Donc, quand vous obtenez une autre nationalité, d'office, vous perdez la nationalité congolaise. Il y a des Congolais qui pensent qu'une nationalité d'origine ne peut être perdue par quelque moyen que ce soit. Ces débats-là, il tient, il y a lieu de l'engager. Il y en a qui estiment que le mandat présidentiel doit partir de 5 ans à 7 ans. Il y a des pays dans lesquels le mandat il est à 7 ans. Certains autres où c'est moins que ça, à 4 ans. Mais il faut que des débats soient engagés pour que tous, en tout cas la majorité des Congolais, s'expriment. Parce que ceux qui tiennent les discours du rallongement de mandat présidentiel attendent qu'il soit contredit. Jusque-là, il n'y a pas de contradiction. Ils se disent être victimes des insultes. Des gens en cours d'arguments qui parviennent certainement à les insulter, alors qu'ils ont des arguments qui tiennent, selon eux, par rapport au rallongement du mandat de la Monsieur Jean-David, dans un débat comme celui de la révision constitutionnelle, il y a un fond à aborder, il y a aussi une forme à respecter. Et c'est comme ça que je vous dis que les débats, ces choses-là, elles sont discutables. On va engager des débats et si la majorité estime que le mandat doit aller de 5 à 7 ans,
Eh bien, étant dans un État démocratique, cette majorité va gagner, va remporter et on ira de 5 ans à 7 ans. Mais il y a d'abord la forme qu'il faut respecter. Une majorité légalement constituée. Oui, une majorité qui soit légalement constituée, comme celle qui est aujourd'hui. Qui va expliquer le fait qu'au sein de cette majorité, il y aura des partis politiques. Comme celle de l'Union sacrée. Et l'Union sacrée, c'est pas la majorité, c'est pas la majorité parlementaire. À mes yeux, il apparaît toujours comme un conglomérat d'opportunistes. L'Union sacrée. C'est ce qui apparaît à mes yeux. Conglomérat d'opportunistes. Vous avez vu comment ils se sont comportés, notamment lors de l'annonce des candidats gouverneurs de province. Ils ne se sont pas mis d'accord. Chacun, en tout cas par rapport à ses intérêts, ceux qui sont là, a estimé n'est pas, si ces intérêts ne sont pas pris en compte, n'est pas accompagner les autres. Vous n'allez pas dire que ça, c'est une majorité parlementaire. Non, je ne dis pas qu'au sein de la majorité parlementaire, il ne peut pas y avoir de contradictions. Mais la forme même de présenter ces contradictions voudrait que si au sein de votre structure, vous êtes minorisé, que vous puissiez accompagner la décision de ceux qui sont majoritaires. Mais quand vous êtes face à des structures politiques ou à des personnalités politiques qui disent appartenir à la majorité parlementaire et qui ne sont pas prêts à accompagner les options levées par la majorité au sein de cette majorité, permettez-moi la tautologie, ça veut dire qu'on ne peut pas considérer qu'il s'agit d'une majorité au sens strict, au sens formel, au sens légal. C'est ça notre problème. Donc la forme, elle pose problème. Si bien que je pense que aussi longtemps que nous serons sur l'actuelle gouvernance, nous aurons l'UDPS au sommet de l'État, on ne pourra pas organiser des révisions constitutionnelles. La raison que j'ai évoquée ici est la première. La seconde, c'est que l'UDPS, qui est aujourd'hui le parti présidentiel, a suffisamment démontré qu'il n'est pas un parti rassembleur, qu'il n'est pas un parti avec un leadership qui puisse amener des gens à discuter sur des questions d'intérêt général et à lever des options ensemble. Quand vous dites que l'UDPS n'est pas un parti rassembleur, l'UDPS a tout fait pour qu'il y ait l'Union sacrée, dans laquelle nous trouvons Jean-Pierre Bemba, nous trouvons Moïse Katumbi, nous trouvons ceux du PPRD. C'est que c'est l'idée de l'Union sacrée est venue de l'UDPS avec l'UNC. Il y a une chose, celle de dire que l'idée de rassembler est là. Et l'autre chose est celle de véritablement rassembler les gens. Or, quand on voit l'attitude de ceux qui se disent être rassemblés, on n'a pas l'impression qu'ils sont ensemble. Je vous donne les exemples, et les exemples sont là. Vous êtes tout le temps sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, où des partis politiques s'expriment. Vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas ensemble. Vous vous rendrez compte que j'ai raison de dire que l'UDPS, parti présidentiel, certes, n'est pas un parti rassembleur. Ce n'est pas un parti qui a rassemblé le Congolais. Ce n'est pas un parti qui a la culture des débats. Mais comment, avec cette structure, on pourrait engager des débats dans la sérénité, élever des bonnes options pour la République. Tient la révision constitutionnelle. C'est là que je dis. C'est très facile. Ça, c'est emprunter des raccourcis. Commencez par mettre le pays dans les conditions de discuter correctement. Parce que nous sommes dans un État démocratique. Il faut que ce soit une majorité ou la majorité de Congolais qui décide de la révision constitutionnelle. Et lorsqu'on parle de cette majorité-là, ce ne sont pas des individus. Non, ce n'est pas le fait que vous appartenez à un parti qui se dit de la majorité qu'on peut considérer qu'en soulevant cet argument, il s'agit de la majorité des Congolais. Non. Ici, il est question de consulter le souverain primaire. Le souverain primaire, on le consulte soit par la voie du référendum, soit par l'expression populaire au sein des formations politiques et des structures de la société civile. C'est ce que nous voulons. À partir de ce moment-là, dès que ce format est respecté, on peut dire que la majorité de Congolais va s'exprimer
et que la décision qui sera mise en place sera celle de la majorité de Congolais. Mais il ne faut pas réduire les débats au simple fait que c'est un membre de la majorité ou un membre de l'UDP. Nous le disons parce que si ce format n'est pas respecté, on n'aura pas résolu le problème fondamental. Celui de donner à la RDC la constitution qui cadre avec les aspirations de son peuple. C'est ça le problème. Voilà, vous parlez de ce problème, mais déjà les détenteurs de pouvoir parlent de mandat, quand bien même vous parlez peut-être des conditions, des fonds qui ne sont pas respectés, mais eux, ils veulent beaucoup plus aller vite. Vite parce que les 5 ans donnés au président de la République sont insignifiants. Il faut ajouter 2 ans au président de la République pour certainement donner ce à quoi le peuple a besoin. Vous savez combien de partis se sont développés avec un mandat de 5 ans pour le président de la République? 5 ans. Combien de pays se sont développés avec un mandat de 5 ans pour le président de la République? Ils sont peu. Mais pourquoi la RDC ne pourrait pas être comptée parmi ce peu-là? Parce qu'ils ne sont pas du tout peu. Oui, mais parce qu'en RDC, il y a des pays qui se sont développés avec un régime de 4 ans. Le problème n'est pas les années. Le régime de 4 ans, c'est les États-Unis, c'est pas la RDC. Mais moi, je veux vous dire qu'on ne réussit pas un mandat par rapport au nombre d'années. Le mandat, on le réussit par rapport au fait qu'on a une vision claire. On attend faire quelque chose de précis, de pratique, de concret pour l'intérêt de ses compatriotes. Le président Kabila était au sommet de l'État. Il avait une vision précise, celle d'apporter un État véritablement démocratique. C'est vrai qu'il peut s'engager des débats à ce sujet, mais au moins, nous sommes tous d'accord que dans ce pays, il existe une constitution, il s'organise des élections, les citoyens peuvent s'exprimer. Tout ça, ce sont les caractéristiques d'un État démocratique. C'était ça, sa vision au départ. Mais non, le président Tshisekedi, avec sa vision qui, pour la plupart des Congolais, même la plupart de ses collaborateurs, ne la maîtrise pas. Vous verrez qu'à ces gens-là, on pourra donner 5 ans, on pourra donner 10 ans, 15 ans de mandat, ils ne feront rien. Parce qu'au départ, la vision n'est pas précise. La vision n'est pas clairement exprimée. C'est ça le problème. Le problème n'est pas celui de nombre d'années. Soyez-en rassurés. Soyez-en rassurés. Guylain pourra peut-être changer la thématique parce qu'on va aborder avec madame pour parler de la détention de François Béat. On a suivi hier ou avant-hier, il y a un collectif FFB qui dénonce les conditions de détention de François Béat dans les locaux de l'ANER. Pour ces collectifs, le chef de l'État, lorsqu'il est devenu président, il a juré qu'il devrait certainement fermer tous les cachots de l'ANER. Mais aujourd'hui, François Béat se retrouve là-bas. N'est-ce pas? Ça sera à l'encontre de sa promesse. Je voudrais, comme vous, aller sur un bref rappel historique. Quand le président Tshisekedi était dans l'opposition, avec la plupart de ceux qui sont avec lui à ce jour à la majorité, il décriait le fait de la violation des libertés et droits fondamentaux des Congolais et il promettait aux Congolais qu'une fois au pouvoir, il veillerait à ce que les droits et libertés fondamentaux des Congolais soient respectés. Mais il s'est fait aujourd'hui que nous vivons tout le contraire. Vous avez évoqué le cas d'un compatriote qui a perdu la vie dans les locaux des services spéciaux. À ce jour, il y a aussi le conseiller spécial François Béat. L'ancien, oui. Espérons. Qui est dans les mêmes conditions. On dirait que même les structures de défense des droits de l'homme n'en parlent pas. Mais il y a des enquêtes qui sont menées, ce sont des enquêtes, et qu'il y aurait beaucoup d'arrestations. Vous voulez quoi? Il faut d'abord dire qu'au début, on a vu la CAJ mobilisée, mais vraiment informer l'opinion par rapport aux conditions de détention de M. François Béat, mais on n'en parle presque plus. Mais non, ça devrait déranger les dirigeants. Parce que quand vous êtes au pouvoir pour garantir le respect des lois de la République,
Et quand il y a un compatriote qui est en condition difficile, qui ne sait pas se défendre, qui ne voit pas les acteurs de défense des droits de l'homme porter son cas, ça doit déranger ceux qui dirigent. Parce que ceux qui dirigent ont la responsabilité de protéger tous les citoyens congolais. Souvenez-vous de ce que disait le président de la République dans son discours d'investiture. Il ne sera pas le président pour les uns et pas pour les autres. Si un des Congolais, en dépit des faits qu'on peut lui reprocher, mais il y a des indices, peut se dire ne pas être dans les bonnes conditions. Il y a des indices sérieux sur... Quelle est l'attitude de dirigeant aujourd'hui? Quelle est l'attitude de pouvoir après les dénonciations? Moi, je dois d'abord vous dire que cette question d'atteinte à la sûreté de l'État dérange beaucoup des Congolais. Hein. Il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas. Il faut attendre les enquêtes pour savoir si réellement 30 jours, les faits sont avérés ou ne le sont pas. Mais la question ici n'est pas celle-là. La question est le respect des droits et libertés fondamentaux des citoyens, y compris celui qui est en détention. Quand une structure comme celle que vous avez citée vient dénoncer que M. François Béa n'est pas dans les bonnes conditions, on devrait, dans les heures qui suivent, écouter la réaction des autorités pour rassurer l'opinion. Parce que quand François Béa n'est pas dans les bonnes conditions, ça crée déjà de la psychose, même dans les cœurs des Congolais qui ne sont pas considérés par la démarche. Ils estiment que si un conseiller spécial peut se voir maltraité, alors que pourrait être le sort de ceux qui n'ont pas de fonctions ou de ceux qui n'ont personne pour défendre leur cas. Et seul l'État peut rassurer dans ces conditions-là et ne pas le faire pour nous. Et l'ANER, c'est une défaillance. L'ANER est en train de mener ces enquêtes. Ce n'est pas des enquêtes qui répondent peut-être à toutes les procédures judiciaires. Ce sont des enquêtes un peu appropriées, particulières à l'ANER. Et vous n'allez pas exiger à l'ANER de faire comme une procédure judiciaire par rapport à ça. On n'a pas dit que l'ANER doit se comporter comme les officiers de police judiciaire ordinaires. Mais on dit seulement que l'ANER doit respecter les droits et libertés fondamentaux. Pourquoi? Parce que le chef de l'État, lorsqu'il prenait le pouvoir, il avait rassuré à tous les Congolais que sous son régime, ces droits-là seront fondamentalement respectés. Ce n'est pas parce que c'est une question très sensible. La sensibilité... Qui ne veulent pas que tout le monde soit au courant, que tout le monde puisse avoir accès à ça. Il faut que ça soit vraiment très, très restreint, très réduit. La sensibilité de la question n'exonère pas l'ANER de ses obligations et de ses droits. Dans tous les cas, qu'il soit en sécurité ou pas en sécurité, en ce moment, les Congolais l'ignorent. Ou les Congolais sont supposés l'ignorer. Mais à partir du moment où il y a certains compatriotes qui se sont levés pour dire que ce monsieur n'est pas dans les bonnes conditions, ça ne devrait pas laisser les autorités dans l'indifférence que nous sommes en train de lire aujourd'hui. Sinon, on est en train de biaiser le débat. On parle du respect des droits et libertés fondamentaux. Vous évoquez la question de la sensibilité des faits pour lesquels la personne est poursuivie. Mais commencez par répondre à la question du respect des droits et libertés fondamentaux. C'est ça le problème. Vous voyez, la même chose est soulevée lorsque on évoque les faits que les acteurs politiques ou les acteurs de la société civile qui défendent d'autres compatriotes sont victimes des règlements des comptes, sont victimes de la justice expéditive. Mais vous voyez, ceux qui défendent le pouvoir vous dire qu'ils doivent répondre de leurs faits, ils ont commis des faits infractionnels, la loi est dure, mais c'est la loi. Mais vous ne répondez pas à la question qui vous a été soumise, celle de dire que un acteur politique, il a une adresse connue, il n'a pas d'identité douteuse. Il n'y a pas de raison qu'il soit mis en prison avant que son procès ne touche à la fin. C'est ça ce qu'on veut. Quand vous abordez la question de la détention dans la Constitution de la République, la Constitution est claire. Elle vous dit que la liberté, c'est le principe, et la détention en est l'exception. Il se fait. Hier, c'était le cas, au moment où l'opposition d'hier dénonçait. Aujourd'hui, on vit la même chose.
que la détention devient la règle, devient le principe, et la liberté, bon, c'est le magistrat qui apprécie. Mais non, voyez aussi même que quand il est question de l'appréciation du magistrat pour la détention ou la mise en liberté des compatriotes, il s'aperçoit que les libertés ne sont accordées que par un camp politique en faveur de militants ou des cadres d'un camp politique. Ça crée cette division-là, ça crée cette discrimination qui met en mal l'unité et la cohésion nationale. Et c'est là que nous, en tant que CEDUC, en tant que structure de la société civile, nous qui savons qu'un État ne peut véritablement se développer que lorsque ces citoyens sont unis, lorsque la classe politique se regarde comme adversaire et non comme ennemi, nous interpellons l'attention des gouvernants pour dire que voilà ces éléments-là qui mettent en mal la cohésion nationale. Mais malheureusement, on n'est pas entendu, on n'est pas écouté, il n'y a pas de réaction venant des autorités. Et merci de toujours nous accorder l'occasion de revenir sur cela pour dire qu'on doit être unis. Oui, mais parce qu'il y aurait des arrestations dans plusieurs secteurs. Et ce sont ces arrestations qui seraient peut-être, qui ont fait assez qu'on continue toujours à les détenir au niveau de Cacho de la NER. Le détenir, en tout cas moi, je ne suis pas contre sa détention. Parce qu'il y a beaucoup de compatriotes qui sont en détention. Il y a beaucoup de compatriotes qui ont aussi été arrêtés à l'ANER au moment où François Béat dirigeait ce service, en dehors des principes, en violation de leurs droits et libertés fondamentaux. Lui, peut-être qu'il ne disait rien. Il vit la même chose que d'autres ont vécu avant lui. Mais ce n'est pas parce qu'un Congolais qui avait été inactif, insouciant, au moment où d'autres étaient arrêtés et que lui est arrêté, on doit le laisser parce que son cas peut servir d'exemple pour les jours à venir. On peut continuer à les détenir, mais il y a de manière régulière qui puisse faire que sa détention soit régulière. Mais tous les Congolais sont aujourd'hui d'accord que la détention, elle est visiblement irrégulière. La détention de François Béat est visiblement irrégulière et nous, en tant que structure de la société civile, qui voulons voir la République fonctionner comme il se doit, nous demandons aux autorités de veiller au respect des droits et libertés fondamentaux. Pas seulement de François Béat, mais de tous les autres compatriotes qui crient, qui appellent l'autorité à leur garantir le respect de leurs droits et libertés fondamentaux. Merci beaucoup, Madame Arlette Odia, la promptitude avec laquelle vous avez répondu. Merci, je serai toujours à votre disposition. Voilà, merci. On va changer pour parler autre chose avec Gabriel Mokia tout de suite.